m'appelle Benoît Beucher. Je suis moi aussi enseignant dans le secondaire en histoire-géographie. J'ai soutenu une thèse en 2012 en Sorbonne sur les États royaux, mais aussi sur la longue durée, donc de la fin du XVe siècle à nos jours, sous la direction du professeur Jacques Frémaux. Et j'avais d'ailleurs dans mon jury de thèse un professeur de Rennes 2, Vincent Joly, que vous connaissez peut-être. Donc voilà, je suis actuellement en post-doctorat à l'Université libre de Bruxelles et au Fonds national de la recherche scientifique, et donc je réalise un travail là en anthropologie donc sur ce que la nation veut dire au Burkina Faso en essayant d'adopter une perspective de longue durée. Il s'agit d'un territoire colonial qu'on appelait la Haute-Volta. La Haute-Volta, c'est le nom du pays qui accédera à l'indépendance en 1960 et qui sera débaptisé et rebaptisé en 1984 sous le capitaine Thomas Sankara. C'est un pays qui portera le nom de Burkina Faso, littéralement le pays des hommes intègres. Je pense que j'aurai probablement l'occasion d'y revenir. Vous avez une représentation d'un souverain, le souverain Naba Saga II, c'est-à-dire en fait le roi, l'un des rois des Mossi, qui sont considérés à l'époque comme l'ethnie majoritaire de la Haute-Volta. Et c'est très intéressant parce que, vous voyez les dates, 1947-1957, ça correspond aux 10 ans de la restauration de cette colonie. Cette colonie avait été supprimée en 1932 pour des raisons essentiellement économiques, ça c'était les conséquences de la crise mondiale de 1929 qui a eu des répercussions au sein de l'Empire français. Et donc cette suppression-là, elle a été vivement combattue par cette cour royale de Ouagadougou, et j'essaierai de vous expliquer pourquoi, c'est-à-dire la cour royale des Mossi. Ouagadougou était le chef-lieu de la colonie et devenu la capitale de l'État indépendant. Mais c'était aussi la capitale d'un des plus importants royaumes Mossi. Et là, vous avez une de ces figures qui représente sur cette carte postale. Alors qu'en réalité, ce qu'on voit très mal, c'est que les Mossi, en gros, c'est à l'époque à peu près, certes, la moitié de la population de la Haute-Volta de l'époque. C'est toujours le cas aujourd'hui au Burkina Faso, mais il y a 60 autres sociétés qui sont indépendantes ou qui étaient indépendantes avant la conquête coloniale les unes des autres, qui généralement ont leur langue, même si elles peuvent être apparentées linguistiquement, qui ont des religions ou des rapports à la religion qui peuvent être très différents, etc. Et cette manière de concevoir les civilisations, à l'époque, c'est évident que ce sont les États royaux qui ressemblent peut-être le plus à ce que les Français de l'époque ont connu, historiquement. Les populations de l'Ouest étaient donc méprisées, en gros, pour faire très simple. Et l'idée, c'était d'accoler ces populations, cette multitude de populations-là, à une population majoritaire, la population Mossi, qui quelque part les civiliserait à leur contact. Vous voyez, c'était un petit peu ça l'idée. Alors, maintenant, cette superposition-là, elle a eu des effets extrêmement importants. Je vous l'ai rappelé tout à l'heure, c'est la réactivation d'un impérialisme Mossi. Finalement, ce souverain que vous voyez là, c'est un petit peu Dieu sur terre. Hein, c'est une monarchie de droit divin. Et d'une certaine manière, c'est toute la société Mossi qui se considère elle-même comme une société aristocratique, au point qu'elle a tendance à mépriser les populations voisines, celles qu'on leur a accolées au sein du territoire de Volta. Elle les méprise parce que ces sociétés-là ne sont pas organisées sous forme de royauté précisément. Elles sont organisées sous forme ce sont des sociétés lignagères, les pouvoirs n'excèdent généralement pas plus les limites d'un village ou d'un groupe de villages. Et donc, finalement, les Mossi ont une haute conception d'eux-mêmes qui est intrinsèquement liée à leur ordre politique royal. Quand la révolution du capitaine Thomas Sankara va éclater en 1983, la révolution est une révolution nationaliste. Hein, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'idée de construire une nation émotionnellement viable. Burkina Faso, le pays des hommes intègres, on prend les deux mots dans les deux principales langues du pays. L'Ouest et l'Est sont représentés à travers le nom Burkina Faso. Hein. Donc ça c'est important. Et on rajoute même pour l'adjectif, on dit burkinabé, hein, l'habitant du Burkina. B est un suffixe d'origine peul. Hein. Donc encore une troisième langue qui est rajoutée pour dire que le Burkina n'est pas la chose des Mossi, c'est la chose de tous les Burkinabés. Et ils doivent se sentir fiers de cette nouvelle identité. Thomas Sankara va mener une politique dite antiféodale terrible. Son but c'est d'humilier les chefferies Mossi et finalement de les anéantir en quelque sorte en tant que pouvoir concurrent. Et ça, les Mossi, une partie des Mossi, ça ne va pas leur plaire du tout, évidemment. Hein. Donc la question à nouveau ethnique, elle va jouer un rôle, elle va être instrumentalisée par les opposants au régime révolutionnaire. Bon. 1987, Thomas Sankara, qui est la personne que vous voyez ici, qui était lui Simi Mwaga, il était métissé Peul et Mossi. Hein. Eh bien, il va être assassiné en 1987 par celui qui s'appelle Blaise Compaoré, qui est tombé en 2014, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et Blaise Compaoré, lui, il a tout compris. Il s'appuie au contraire sur les Mossi.
mais en même temps, il essaie de prendre à revers la capitale. Je vais essayer de m'expliquer. Il a bien compris que si Sankara est tombé, c'est parce que les Mossis lui ont fait payer le prix de sa politique anti-féodale. En fait, ce n'est pas les Mossis, c'est plutôt les royautés Mossis. C'est pas dit que les sujets n'étaient pas, pour certains, révolutionnaires. Hein. C'est très compliqué.